Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture qui vous revient pour une nouvelle critique déconfinée, cette fois-ci du côté du pays de l'oncle Sam. Et à mes côtés, on est toujours avec Cédric. Comment ça va Cédric? Bah ça va nickel, merci. À côté de toi, nous avons le héros du jour qui va nous livrer sa critique. C'est Karl. Comment ça va Karl? Ça va et toi? Eh ben écoute, super bien parce qu'on va faire la critique aujourd'hui de Superman écrase le clan, Superman smashes the clan, que tu nous as recommandé. Exactement. Et ben je propose qu'on y aille tout de suite les amis. Avant cela, vous pouvez évidemment nous suivre sur YouTube, Twitch et Twitter, échanger avec nous sur Discord, que vous ayez lu ou non la BD dont on va parler aujourd'hui. C'est parti. Minable, minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Superman écrase le clan, donc. En 1946, Superman est encore un jeune super-héros dont les pouvoirs s'éveillent tout juste. On le découvre combattant un super-vilain nazi random qui se trouve en possession d'une pierre verte que l'homme d'acier ne connaît pas et qui le perturbe énormément. C'est évidemment la kryptonite, mais cette rencontre va le plonger dans le doute, notamment par rapport à ses origines. Il commence tout juste à se dire « peut-être que Martha n'est pas ma maman ». Pendant ce temps, nous sommes introduits à la famille Lee, qui déménage de Chinatown pour arriver dans une banlieue résidentielle de Metropolis. Tommy et Roberta, les enfants du couple, rencontrent Jimmy Olsen, qui les invite à jouer une partie de baseball. Pendant la partie, Tommy blesse accidentellement un des autres batteurs de l'équipe, Chuck, qui part joyeusement en diatribe raciste qui lui vaut d'être viré de l'équipe. Rentré chez lui, il se confie à son oncle qui lui explique calmement que c'est parce que Tommy est asiatique et que d'ailleurs tous les asiatiques veulent prendre son travail, son pays, sa femme, etc. Il l'emmène donc à une cérémonie avec ses amis dans un groupe qui s'appelle le clan de la Croix Ardente, qui est très clairement le Ku Klux Klan. Il raconte l'histoire au clan qui décide joyeusement de s'en prendre à la famille Lee. Le lendemain, un journaliste du Daily Planet, Clark Kent, décidera de s'intéresser à l'histoire. Je l'ai jamais vu les deux dans la même pièce, c'est très étrange. Donc en gros, c'est une histoire de Superman adressée aux enfants, mais si je veux l'offrir à mon petit-neveu, est-ce que j'ai besoin de lui expliquer l'histoire de Superman et celle du Ku Klux Klan? Alors non, ça c'est un des grands avantages du comics, surtout dans les super-héros où on a de plus en plus l'habitude d'avoir besoin de lire 150 arcs narratifs pour comprendre une histoire. Là, c'est sorti en 3 parties, sorti en un seul volume, donc ça se lit en 3 comme en 1 sans problème, avec une histoire simple et directe, et des thématiques qui peuvent paraître un peu simplistes, mais qui s'approfondissent au fur et à mesure du récit. Et c'est un comics pour enfants, donc là pour offrir à Noël, ça va bien tomber. Même Superman paraît être un personnage secondaire dans l'histoire, on le voit bien écraser le clan, hein, rassurez-vous, ça fait toujours plaisir de voir un facho s'en prendre une, mais ce sont les enfants qui déclenchent, qui développent et qui concluent l'histoire. Et c'est même le développement des enfants qui va amener au développement de Superman. Ensuite, c'est un comic qui est juste beau à regarder. Il a été fait par le studio japonais Giriru, qui a l'habitude de travailler dans l'univers des comics. C'est la première fois qu'ils travaillent avec DC, mais ils ont déjà fait pas mal de travail avec Marvel et avec Dark Horse, notamment Power Pack chez Marvel, et Avatar Dernier Maître de l'Air chez Dark Horse, où ils ont travaillé avec Jin Loen Yang, qui est le scénariste de Superman écrase le clan. Donc ils ont l'habitude de travailler ensemble, et dans tout ce que j'ai lu d'eux, c'est toujours un trait un peu japonisant, très soigné, avec des couleurs assez pétantes. Vraiment, si j'avais eu ça moi gamin, c'est les trucs que j'aurais lus encore et encore. Et c'est beau, mais c'est aussi pensé dans son dessin. Le découpage des scènes est assez équilibré dans sa tonalité entre scènes d'action, scènes d'interaction, scènes d'introspection, notamment Superman quand il s'interroge sur ses origines. On peut avoir de temps en temps une page muette pour juste installer une ambiance dans la famille Lee par exemple, ou des splash pages assez impressionnantes malgré le dessin enfantin pour les scènes d'action. Et qui dit œuvre pour enfants, dit morale. Alors, les enfants, le racisme c'est pas bien. Heureusement on va un peu plus loin. Le comics condamne évidemment le racisme et les idéologies du type du clan, mais il montre une société de racisme ordinaire et il en démontre certains des mécanismes, notamment quand les Lee arrivent dans la banlieue avec tout un spectre de réactions de l'acceptation la plus normale par Jimmy Olsen au racisme pur et simple. Comme je l'ai dit dans le résumé, on voit Chuck par exemple, un des enfants a aussi type de pensée du clan, mais l'histoire montre que les enfants sont encore sauvables. Si les adultes du clan, bon eux c'est déjà des fachos un peu perdus, on va les combattre, pas trop grave s'ils s'en prennent une sur le chemin, les enfants on peut peut-être leur donner un meilleur modèle, et quel est le meilleur modèle pour un américain que Superman? Alors c'est marrant que tu dises ça, parce que justement le comics a été écrit par Jin Loen Yang, donc un enfant d'immigré taïwanais. On peut supposer qu'il s'identifie à Superman, lui-même venu d'une autre planète, ce qui reviendrait à dire que le modèle ultime c'est donc un immigré. Eh bien, Superman a été créé par 2 fils d'immigrés juifs européens dans les années 30, donc qui avaient peut-être un sentiment par rapport à la discrimination assez fort. Et il a été créé comme ça, évidemment. Il vient d'une planète dont il est le dernier survivant. Il doit se faire accepter. Il devient le meilleur modèle que peut produire les États-Unis parce qu'il a été juste élevé comme ça par les Kent. Et ainsi peut inspirer les Américains au début, le monde par la suite dans l'histoire des comics, à être meilleurs en défendant ses idéaux.
Superman tel qu'il a été écrit au début apparaissait un peu comme il est au début du comics, au niveau de ses pouvoirs comme au niveau de ses thématiques. C'est assez simple, il court vite, il saute haut et il est fort, c'est tout, et il essaye d'être le meilleur exemple de sa terre d'adoption. Ce qui essaye aussi d'être les lits avec, ce qui est un petit peu un cliché, mais un cliché qui a dû beaucoup se vérifier pour beaucoup d'immigrés, le père qui est médecin, qui s'intègre dans une banlieue résidentielle avec ses enfants qui vont à l'école et intègrent l'équipe de baseball et discutent avec les autres, mais ils vivent avec un racisme ordinaire, que ce soit alors leurs anciens voisins de Chinatown qui d'une certaine manière leur en veulent et ont l'impression qu'ils se croient supérieurs, que ce soit les films qu'ils regardent avec le méchant Fu Manchu. Dans les interactions qu'ils ont en arrivant dans leur banlieue, il y a deux types d'interactions qui sont décrites par Jin Wen Yang dans des petits textes qui accompagnent chacun des numéros, qui s'appellent Superman et moi, sur les arrière-cuisines du racisme anti-asiatique américain. En gros, il y a deux types de clichés sur les Chinois, là en l'occurrence c'est une famille chinoise. Avant Pearl Harbor, ils sont fourbes, ils sont traites, ce sont les Fu Manchu avec les longues barbes pointues. Mais après Pearl Harbor, la Chine peut être un allié contre le Japon, donc le Chinois est un fier travailleur humble et noble auquel on peut donner à peu près tous les travaux pour n'importe quel salaire, surtout les plus bas. Vas-y, on fait ça. Mais dans le propos du comics, on continue à épaissir le truc. Et à un moment, après la première attaque du clan sur les lits, 3 noirs qui passent en voiture descendent de voiture pour essayer de les aider. Et la réaction des lits, c'est « Non, s'il vous plaît, partez, on ne veut pas de problème ». Dans cette société où on essaye de se faire accepter, on est obligé de se méfier des autres communautés pour ne pas récupérer leurs problèmes. Et l'histoire souligne également que Superman est un migrant, tu le disais, mais lui ça ne se voit pas et ça ne se sait pas. Il y a déjà eu des histoires sociales du Superman où on disait « Oui, tu te bats pour l'égalité, mais t'as beau être extraterrestre, t'es un extraterrestre blanc, donc ça passe un petit peu mieux en fait à la télé. » Mais dans cette histoire, il ne le sait pas encore. Mais il sent qu'il lui manque un truc après avoir rencontré la kryptonique. Donc il se sent incomplet, et ce sentiment est reflété chez le lecteur, à moins que ce soit vraiment un jeune enfant qui lui connaît au moins la base de Krypton, de tout ça. Et donc il peut terminer son arc narratif, son histoire, que en connaissant son histoire avec un grand H. Alors justement, tu parles d'embrasser son histoire, mais le comics lui-même, à t'entendre, est un retour aux origines. Tu nous l'as dit en off, mais c'est l'adaptation d'une pièce radiophonique de 47. Du coup, j'imagine qu'elle rend hommage non seulement à cette émission, mais aussi aux comics de cette époque. Oui, alors ça c'est moins pour les enfants et plus pour les fans. Superman Smashes the Klan est bourré de références qui ne servent pas qu'à flatter l'ego du geek, mais qui sont utilisées comme base narrative. Alors déjà, il y a des éléments qui ont été créés pour le show radio, qui sont intégrés. La kryptonite avait été créée pour donner des vacances à l'acteur de Superman en justifiant que Superman n'est pas là pendant une semaine. Jimmy Olsen avait été créé pour que les enfants aient un personnage auquel s'identifier. Les pouvoirs qu'a développé Superman au fil des années ont été créés pour les séries radio, pour la série animée, pour les serials des années 40-50, histoire de donner un peu plus de frisson, et parce que après le succès de Superman, toutes les compagnies ont sorti leur Superman et qu'il fallait essayer de garder une longueur d'avance. Le serial arrivait après la Seconde Guerre mondiale, donc 47, à une période où les nazis ne marchaient plus comme méchants. Or, Superman, comme beaucoup d'autres super-héros, avait été créé et utilisé pour combattre les nazis. L'industrie des comics de l'époque, c'est 95% de juifs, la plupart n'étaient pas super fans de la politique hitlérienne. Et donc il a fallu se tourner vers d'autres ennemis. Il y avait le Ku Klux Klan qui était en plein début de sa 3e formation, et donc ça marchait très bien comme ennemi de Superman. Après l'ennemi extérieur, on combat l'ennemi intérieur, et c'est aussi pour ça qu'au début du comics, Superman combat un nazi qui ne peut pas exister, cyberpunk, super vilain, pour après enchaîner sur une vraie menace, mais qui a la même idéologie. Et pourquoi c'est une adaptation de ce serial spécifiquement plutôt que d'un autre? Alors c'est un des serials les plus connus de ce show, parce que il a eu un impact dans l'histoire même des États-Unis. Comme je viens de le dire, le clan recommençait à monter post-Seconde Guerre mondiale, et un activiste des droits de l'homme du nom de Stetson Kennedy a infiltré la branche de Géorgie qui était une des plus fortes. Pendant plusieurs mois, il a réussi à découvrir les rites, des codes secrets, des grades qui étaient totalement inconnus à l'époque. Il a tenté de publier un livre qui n'a pas eu beaucoup de succès. Il était obligé de se méfier parce que flics, juges, tout le monde aurait pu être membre du clan. Alors quand les auteurs de Superman ont annoncé qu'ils cherchaient des méchants une fois qu'on n'avait plus de nazis, il s'est dit peut-être qu'un truc qui est écouté par absolument tout le monde, y compris les enfants, ça peut les intéresser. Il leur a envoyé, ils ont accepté. Parfois quotidiennement, il leur envoyait les codes de la semaine qu'utilisait le clan, il les utilisait, ce qui a totalement démystifié le clan. Et la 3e incarnation s'est vue couper l'herbe sous le pied, elle s'est écroulée sur elle-même avant d'avoir pu se développer. Et ce serial y a énormément participé. Dans la vraie vie, comme dans les comics, Superman continuait à combattre les fascistes. Dans les émeutes de Ferguson et autres aux États-Unis, on a vu l'alt-right essayer de récupérer les symboles des super-héros, Captain America, Superman, Wonder Woman, en disant ce sont les nôtres, en oubliant qu'ils sont faits par des immigrés, en général d'une religion qu'ils aiment pas. En conclusion, Superman écrase le clan fait du bien car il est optimiste sans être naïf. C'est un bon comics pour les enfants qui est en plus une démographie pour lesquels ont été créés les comics, mais qu'ils ont un peu déserté au fil des décennies. Mais c'est aussi très lisible et appréciable par un adulte. Il y a d'autres niveaux de lecture, notamment le développement de Superman, je pense, touche plus les adultes que les enfants. C'est un rappel des origines
origines intra- et extra-diégétiques du plus grand héros américain, à cette heure où l'alt-right essaye de le récupérer, essaye de récupérer et de détourner les valeurs qu'il représente en jouant sur la méconnaissance de ses personnages. Parce que, il faut rappeler un truc, c'est que les super-héros ne sont jamais devenus woke ou SJW, ils le sont depuis que 2 fils d'immigrés juifs européens ont créé leur propre Ubermensch pour combattre les nazis et protéger l'honnête citoyen. Merci Karl pour ta critique, je me tourne vers toi Cédric. On est plus habitué à te voir lecteur de manga, un peu moins de comics. Qu'en as-tu pensé ? Alors oui, effectivement, je suis plus un lecteur de manga que lecteur de comics, et même en tant que lecteur de comics, moi je suis plus un fan des comics Marvel, pour un truc peut-être un peu désuet, et je suis désolé pour les fans de comics qui écouteront, c'est je suis plus fan en fait des personnages qui ont des failles et des fissures, et le principe même des comics Marvel pour moi c'est que c'est vraiment des hommes avec beaucoup de failles qui se retrouvent avec des pouvoirs qu'ils maîtrisent pas. J'ai toujours eu des problèmes on va dire avec les personnages comme Batman ou Superman qui sont ou extrêmement forts financièrement et donc ils ont une main mise sur une partie de la ville par plein de biais, ou bien ils sont extrêmement forts tout simplement comme Superman qui est clairement un demi-dieu, hein, comme nous l'ont rappelé les films de Zack Snyder en faisant une analogie parfaitement très subtile à Jésus. Du coup, j'étais un petit peu sceptique au tout début, surtout quand on me disait qu'il allait combattre le Ku Klux Klan, je me suis dit ouais, enfin, il va frapper des mecs en cagoule et c'est fini. Je vois pas comment on peut raconter beaucoup plus de ça. C'est sympa aussi. C'est sympa aussi, mais enfin, un dessin me suffit en fait. Tu vois, j'ai pas besoin d'une intrigue de 40 pages sur un mec qui frappe des fantômes. Scooby-Doo a tenu. Scooby-Doo a tenu, effectivement. Mais Scooby-Doo, lui, il a les Scooby-Scoo et pas la kryptonite, donc bon. Et en fait, c'est une excellente surprise. C'est une excellente surprise pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve qu'il a à peu près résumé tous les enjeux que le récit te donne, que ce soit sur un plan moral ou même scénaristique. C'est bien tenu, c'est vraiment très bien tenu. Il y a 3 numéros, se lisent assez bien, assez vite. T'as des petites historiques de comment la haine peut naître, et surtout comment effectivement elle n'est pas forcément présente nativement chez les humains, et qu'elle est faite par des couches sociales, en fait, et on le voit par le personnage du gamin, Chuck, qui a la haine parce que il dit en gros, l'autre, il m'a battu, ce sale Shintok. Il utilise des mots, il comprend même pas la portée de violence qu'il donne, et quand il voit que son oncle, qui est donc un grand membre du clan, veut carrément faire cramer la maison et enlever le gamin asiatique, le mec se pose des questions, surtout quand son modèle de morale qu'il idolâtre c'est Superman, parce qu'il a des t-shirts Superman, qui est très fan de lui, et que Superman lui dit à un moment, en gros, enfin il le remet gentiment à sa place parce que c'est un enfant, mais il lui dit genre réfléchis bien à tes actions, quoi. Donc le comic c'est vraiment malin. En plus je trouve que c'est ultra pertinent d'avoir pris ce studio là au dessin, parce que comme tu l'as dit, donc ils ont principalement travaillé pour les Américains sur des adaptations de comics ou sur Avatar de la Starbender, qui avait déjà une empreinte asiatique très forte dans la culture et dans ce que le show donnait. Plein de gens sont sûrs que c'est un animé. Hein. Exactement. Et en plus, ce sont 2 femmes japonaises qui habitent au Japon, qui travaillent du coup, je pense, en télétravail depuis des années avec les États-Unis. Et je trouve que c'est super idée, en fait, que ça soit un comics dessiné par 2 autrices qui, on va dire, de par leur pays, se prédestinaient peut-être plus au manga, en fait. Enfin, et cette idée que dans leurs influences, il y a quand même, on le voit, il y a beaucoup de traits manga et une influence comics indéniable. Hein. Il y a un vrai mix qui matche parfaitement avec l'idée que raconte Superman à la fin, qui est que pour contrer ce que dit le clan, en gros pour être en sécurité il faut vite vivre cloîtré par ethnie. Il dit non, notre ethnie c'est la terre, et en fait la famille ne se crée pas par la couleur mais par les interactions sociales qu'on a les uns avec les autres. Et je trouve que c'est parfaitement résumé par ces 2 artistes qui picturalement rendent très bien, en arrivant à garder l'aspect, on va dire, iconisation des personnages de Superman, donc vraiment truc du Ubermensch comme le font les comics et l'ont toujours bien fait, tout en gardant un aspect ultra dynamique des expressions liées au manga en fait. Donc les expressions sont ultra vivaces et ultra vivantes, et ça fait du bien de les voir en fait. La gamine elle est super, Lois Lane, enfin tous les persos ils ont des super expressions, des super visages, ça marche extrêmement bien. En plus de ça, l'autre point fort pour moi quand je lisais le récit, c'est ce qu'a dit Karl à un moment sur l'aspect dégétique des pouvoirs de Superman, où comme il l'a dit, effectivement Superman au début il a pas beaucoup de pouvoirs, il est surtout super fort, super rapide, et il saute très haut, il ne vole pas. Le fait qu'il vole, c'est arrivé avec la série télé animée des années 40, c'était Studio Fleischer, en fait ils ont juste dit, en fait pourquoi Superman vole, parce que maintenant ça nous paraît incroyable que Superman ne vole pas, mais ils disent en fait le faire sauter ça demande trop d'animation, est-ce qu'on peut pas le faire voler, ça sera plus facile pour nous à animer et ça nous fera faire des coûts et des économies, et vu que c'est un dessin animé un peu cheapos parce que c'est Studio Fleischer, pour l'époque c'était quand même bon, effectivement, mais quand je dis cheapos c'est que tu vois que par rapport à ce qu'il va y avoir quelques années après, l'animation est un cran en dessous. Mais ce que je voulais dire c'est surtout les idées des pouvoirs de Superman sont arrivés parce qu'elles avaient besoin de répondre à une prépondérance ou économique ou de se justifier dans certains comics. Ah bah pour sortir de cette situation il va devoir avoir le rayon laser, ah pour machin. Là les auteurs ils ont une super idée qui n'est pas dans le truc radiophonique il me semble. Pas du tout, parce que ça s'est fait sur 10 ans ces changements. C'est de dire qu'en gros Superman est incomplet. En fait comme il a rejeté toute sa vie ses pouvoirs, qu'il sait pas trop exactement ses origines, il y a ce truc que il sait qu'il est fort, il sait qu'il est rapide, il sait qu'il est machin, mais il se rend même pas compte que par exemple il pourrait voler. À un moment la gamine se dit c'est marrant, il me prend dans ses bras quand il saute,
saute, j'ai l'impression qu'en fait la gravité n'a plus d'emprise sur lui et peut-être qu'il retient une partie de ce qui ferait peut-être le vrai Superman. En fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui cache. Et l'idée est belle, c'est qu'on dit en fait, il comprend qu'il se cache parce qu'il a peur du jugement. Parce que quand il était petit, il a réussi à voler une fois ou deux, il a eu les lasers dans les yeux et il a vu le regard de peur et il a pas envie qu'on ait peur de lui, il a envie qu'il soit accepté. Parce que comme il dit, c'est un immigré qui a envie d'être dans le modèle et il va devoir, comme les enfants asiatiques du récit, dépasser ce préjugé de se dire que parce qu'on est différent on va être rejeté et que même si on va être rejeté par certains, il y en aura toujours pour nous accepter et que c'est là le début de la victoire en fait. Et donc pour moi le comics a tout compris de Superman, il a réussi à le rendre encore plus sympathique que ce que j'en trouve en général parce que c'est un personnage qui est très fort et je trouve que c'est très compliqué de faire des histoires sur un personnage qui est devenu aussi divin dans sa mythologie et là il y a quelque chose de le ramener à un état plus primal, plus humain avec des vrais doutes, des vraies peurs et une vraie problématique de qui je suis et de quel droit en fait j'ai le droit de faire ce que je fais et de le lier à une thématique beaucoup plus humaine qui sont des gamins de quartier en fait. Et pour moi, c'est une excellente réussite. C'est un comics qui est vendu pour les enfants chez nous. C'est une très bonne idée, je trouve. Urban Kids. Dans Urban Kids, effectivement. C'est une très très bonne idée. Et je le recommande très chaleureusement. C'est une très bonne idée de cadeau de Noël, par exemple. Et franchement, ça marche extrêmement bien. Bah, moi aussi, je recommande. Je rajouterais juste sur les interactions des gamins. J'adore chaque fois que le frère et la sœur, Tommy et Roberta, se parlent. Au début, ils ont une dispute, une vraie dispute de gamins. Et à la fin, la réconciliation. Enfin, c'est que des moments assez touchants quand les deux interagissent, quand ils s'inquiètent l'un pour l'autre. Le comics marche vraiment sur ses émotions, en fait. Même les émotions de Clark et Lois, qui n'est pas le truc le plus important de ce récit-là. Mais il y a quand même un truc de relation. Ça marche vraiment. Il y a une scène où ils sont dans un café, ils discutent, et en fait, il a une vision derrière Lois, et elle comprend pas parce qu'elle lui parle, elle voit qu'il est pas là, elle se retourne. Nous, on fait attention à deux extraterrestres derrière une vitrine. Ce que Lois voit, c'est qu'en revanche, il y a une nana qui est en train de boire un café. Ah, les hommes tous les mêmes, et il fait, mais non, Lois, et il y a toujours ce côté gauche et maladroit qui était rigolo. Par exemple, moi, dans la série Lois et Clark, quand j'étais petit, ou ce genre de choses, ou dans Smallville, ce côté grand dadais, en fait, que le mec est un demi-dieu, mais il sait pas gérer avec une fille parce que il est trop pur dans ses émotions. Et le comics le retranscrit de manière parfaite. Picturalement, c'est super. Émotionnellement, c'est super. Et l'intrigue, c'est super. Et effectivement, voir Superman foutre des claques à des fantômes, c'est rigolo. Karl, un dernier mot pour conclure ? Cédric disait que la relation Lois Clark n'est pas la plus importante du récit, parce que, si je me trompe pas, il me semble que dans le serial original, il n'y a pas de personnage féminin. On mentionne que le médecin et le fils sont une femme / une sœur. Elles sont sûrement quelque part par là, elles ont sûrement une opinion sur ce qui est en train de se passer, mais on leur demande jamais. Donc le comics a en plus rajouté Lois Lane, un vrai rôle à Roberta qui est lead partagé avec Tommy. Oui, c'est l'héroïne du récit pour moi. Et la mère qui est pas super importante, mais qui a quelques lignes de dialogue au moins. Non, mais même elle est intéressante pour ce qu'elle représente en tant que femme d'immigrés, enfin toi dans ce genre de récit, parce qu'elle parle en plus, on l'a pas dit, mais il y a quelques trucs, alors pas marqués en chinois, mais mis en rouge et indiqué, bah là il parle en cantonais je crois, et elle parle principalement comme ça, parce qu'elle a pas envie de se mettre à l'anglais, même si elle le parle un peu, elle a pas envie quoi. Et alors que le père, et lui c'est toujours, il faut parler en anglais chérie, on est aux États-Unis. C'est la toute première interaction. C'est ça, c'est en anglais ma chérie. Donc même ça c'est intéressant, c'est sous-tendu dans le récit, mais même ça c'est intéressant, mais il y a plein d'idées qui sont super. La cape de Superman qui lui sert à se protéger, qui est un truc un peu genre doudou et réconfortant, il l'offre à la petite et sa mère en fait un gilet parce qu'elle a besoin d'une veste pour se sentir un peu à l'aise. C'est super, une veste Superman quoi. Enfin l'idée elle est simple mais elle est extrêmement puissante, et le lien entre cette petite asiatique et l'Ubermensch kryptonien, elle fonctionne en fait. Elle fonctionne de façon très très primale et très picturale en fait. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Un enfant peut la comprendre cette idée. Donc pour moi, c'est complètement logique d'en faire un comics dans la catégorie enfant, en tout cas en France. On l'aura compris, c'est donc votre recommandation à tous les deux. Merci Karl pour ta critique, et merci Cédric de t'être prêté au jeu. On rappelle que c'est édité chez Urban Comics dans la collection Urban Kids, disponible. C'est une anthologie, c'est ça, des 3 tomes? Oui, c'est un récit complet. Ok, très bien, récit complet tout simplement. Une de nos recommandations de la fin d'année. Merci à vous deux. Quant à vous, que vous l'ayez lu ou non, vous pouvez réagir sur nos commentaires, mais également nous suivre sur YouTube, Twitch et Twitter, et échanger avec nous sur Discord au sujet de Superman écrase le clan ou de toutes les autres aventures de l'homme de fer qu'on apprécie. Merci à vous, et on vous souhaite du coup de très belles fêtes de fin d'année. Ciao. À plus. Ciao.